Dernier point d'information de la semaine. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres au sommaire de ce journal. Le chef de l'État est depuis hier soir à Londres où il participera demain au premier sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Et ce dimanche, Alassane Ouattara a rencontré une délégation de la Banque européenne pour la construction et l'investissement. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Le point de ces audiences vous sera présenté dans ce journal. Ici en Côte d'Ivoire, le roi du Moronou, Nanan Eura Teua, a été investi hier à Bongwanou. Le nouveau roi de Moronou a reçu au cours de la cérémonie ses attributs de la part de Nanan Bouakwasi, le roi de l'Indénié. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, présent à cette cérémonie, a appelé à l'union autour du nouveau roi. Et dans le domaine de la communication, Serge Koléa, journaliste reporter de la RTI, est le meilleur journaliste de la Côte d'Ivoire. Il a été sacré hier soir Super Ebony 2019. Cette nouvelle enfle de fierté tout le groupe RTI, dont les agents lauréats ont reçu au total une dizaine de prix. Bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État à Londres depuis hier où il prend part demain au premier sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Mais avant, Alassane Ouattara a reçu ce dimanche une délégation de la Banque européenne pour la construction et l'investissement. Cette institution a en projet l'ouverture d'un bureau représentatif en Côte d'Ivoire et le président de la République s'est aussi entretenu avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair qui est à la tête de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, dont l'ambition est de contribuer à ce que la mondialisation profite à la majorité et pratiquement à aider les pays à relever leurs défis. À ce propos, je vous propose d'écouter Tony Blair au sortir de cette rencontre. Je suis très content de voir Monsieur le Président ce soir à Londres parce que nous avons une équipe en Côte d'Ivoire qui travaille avec l'équipe du Premier ministre pour le développement du pays. Et je retiens une grande confiance dans le pays, dans le futur du pays, parce que je crois qu'on a un leadership et une détermination à part du gouvernement, y compris le Premier ministre et bien sûr le Président, pour faire marcher les choses, pour développer le pays dans les domaines économiques et aussi sociaux. Donc, c'était très bien passé, comme toujours, et j'ai envie de revenir en Côte d'Ivoire quand je peux. Voilà, et sachez que la Fondation Tony Blair, dans le cadre d'une convention signée avec la Côte d'Ivoire, fait la promotion du textile et de l'anacarde. Passons à l'information. Ici en Côte d'Ivoire, à Bongwanou, le roi du Moronou, Nanan Eura Teua, a été investi hier, 8 mois après son intronisation. C'était en mai 2019. La cérémonie d'investiture a vu la participation du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et de plusieurs autres personnalités politiques et traditionnelles. Les populations ont été invitées à cette occasion par le vice-président de la République à soutenir leur roi dans sa mission, suivant ce reportage de Herman Yamia. C'est tout le royaume Morofoué qui est aujourd'hui en liesse. Après plus de 2 siècles d'attente, le Moronou a désormais un roi. Intronisé en mai 2019, Nana Eura Teua a été investi ce jour par Nana Kwaku Kwaou le patient III, chef de canton de Niablé, représentant le roi de l'Indénié. Depuis la disparition tragique de Nana Dangui, il a fallu attendre presque 240 ans avant de pouvoir restaurer le royaume du Moronou. Et je crois que c'est une très bonne chose. Nous sommes tous heureux d'avoir pu restaurer ce royaume historiquement puissant et fort. Moment de réjouissance populaire, mais également de retour à la normalité, les 2 tribus Agni qui composent le royaume du Moronou avaient à leur côté des représentants des royaumes frères de l'Indénié Guablin, des Baoulés et des Brons, ainsi que de plusieurs autorités du pays. Nana Eura Teua, aujourd'hui, nous venons de placer en tes mains la destinée de tout le peuple du Moronou, mais également celle de toutes les communautés vivantes ici dans le royaume du Moronou. À cet instant précis, je voudrais simplement te rappeler que le roi, encore plus que le chef, doit toujours être patient, attentif, à l'écoute des membres de sa communauté. Le roi doit œuvrer à la cohésion sociale, à l'entente cordiale entre les communautés, à la consolidation de la paix sociale. Parrain de cette cérémonie,
le vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan s'est réjoui de la cohésion retrouvée au sein du royaume qui permet aujourd'hui au Moronou d'avoir un guide. Je voudrais en conséquence inviter tout le peuple du Moronou à demeurer unis autour du nouveau roi, Nana Ewa Tewa, et surtout à regarder tous dans la même direction, celle de la consolidation et du rayonnement de votre royaume. Daniel Kablan-Duncan s'est également prononcé sur l'actualité sociopolitique qui cristallise toutes les attentions en ce moment en Côte d'Ivoire. À quelques mois de la grande échéance électorale pour notre pays, il est nécessaire et urgent de faire de la paix une priorité de tous les instants, afin de parer à toute éventualité. C'est dès maintenant que nous devons toutes et tous mettre un point d'honneur à désarmer nos cœurs. Après avoir rappelé aussi les nombreuses actions de l'État en faveur de la région du Moronou, le vice-président a informé les populations que le président Alassane Ouattara sera dans cette région pour une visite d'État dans le courant du mois de mars prochain. Passons à présent aux réactions des différents participants à l'issue de cette cérémonie d'investiture. Après de très nombreuses années d'attente, de recherche, de conciliation, nous avons enfin réussi à réparer une injustice que le sort a fait à cette région, c'est-à-dire en restaurant la royauté du Moronou. C'est un sentiment de fierté parce que nous avions besoin de cet instrument pour consolider l'unité de cette région. Un instrument au-delà des partis politiques, un instrument au-dessus de toute considération partisane. Et je crois que la personnalité du nouveau roi nous permet d'inspirer. Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui c'est le couronnement de notre royaume. Et nous ne faisons que dire merci à Dieu et féliciter le roi. Nous savons qu'avec ce couronnement-là, il va y avoir la paix, l'unité, l'entente, la solidarité entre les enfants du Moronou. Et c'est ce que nous recherchons depuis fort longtemps. C'est un exemple d'unité parce que depuis 200 ans, il y a eu des cadres, il y a eu beaucoup d'hommes qui se sont séparés. Et si aujourd'hui, sous l'aide du président de la République, les gens se vont retrouver pour pouvoir reconstruire le royaume, ça fait la mission de paix, de cohésion et de vivre ensemble que le président reprend chaque année. Passons à présent à la nuit de la communication, la 21e nuit des Ébonies. Serge Koléa, journaliste reporter de la RTI et le meilleur journaliste de la Côte d'Ivoire. Il a été sacré hier soir Super Ébony 2019 à Yamoussoukro. Serge Koléa a également reçu au cours de cette soirée le prix du meilleur reportage des droits de l'homme, le prix de la meilleure interview, le prix du meilleur journaliste de la télévision. Revivons ensemble cette soirée à travers ce reportage que nous propose Soro Corona. Serge Koléa, journaliste reporter à la RTI, meilleur journaliste de la Côte d'Ivoire. Koléa remporte ainsi 3 prix et le prix du Super Ébony 2019. Ils étaient 28 journalistes nominés de la presse écrite et numérique, de la radio et la télé en compétition. Serge Koléa dédie ses prix à Dieu et à sa rédaction. C'est un peu l'aboutissement d'un long parcours. Ébony, Super Ébony aujourd'hui, j'avoue que je suis en même temps fier et je suis en même temps humble. Parce que le concours Ébony, ça n'a pas été une mince affaire. La nuit des Ébonies est consacrée à la célébration et à la promotion de l'excellence dans le secteur de la communication. C'est aussi l'occasion pour l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, de présenter la situation du métier de journaliste dans le pays. Jean-Claude Koulibaly a sollicité l'aide de l'État pour améliorer les conditions de travail et de vie des journalistes. Aider la presse revient à l'appuyer pour qu'elle s'acquitte convenablement de cette mission de service public, surtout en cette année électorale de 2020. Nos emplois sont en train de disparaître. Si nous voulons que la presse, ce maillon social essentiel, survive, il faut donc que le gouvernement joue sa partition. Le ministre des tutelles, l'invité d'honneur de l'UNJCI, le ministre Amédée Kouakou et le représentant du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, parrain de cette nuit, ont eu une oreille attentive aux doléances des journalistes. Soyez-en rassurés, chers amis de la presse, vous ne serez pas seuls à faire face aux défis
nouveaux et nombreux que vous avez énumérés. Le gouvernement, conscient des défis du secteur, tout comme de vos préoccupations et stratégies de développement, se tient à vos côtés pour contribuer à la mise en œuvre de solutions qui soutiendraient le développement d'une presse de qualité. Les partenaires de l'UNJCI se sont engagés à toujours accompagner les professionnels des médias pour consolider la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons offert un terrain de 500 m² avec un ACD engrais château au Super Ebony. C'est une manière de pousser, d'inciter les journalistes à parler de paix, de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette 21e édition de la Nuit des Ebonies a souri à la RTI. La Maison Bleue a raflé une dizaine de prix. Nous, on a travaillé pour sensibiliser les populations contre le travail des enfants parce que c'est un sujet qui tient personnellement à la Première Dame. La 21e édition de la Nuit des Ebonies 2019 avait pour thème « Quel appui à la presse pour un journalisme responsable et de qualité ». Le rideau de la Nuit des Ebonies s'est donc refermé avec de grands espoirs pour le journalisme. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie numérique de la Poste, Mamadou Soussanogo, visite les chantiers du projet ICOM Africa sur la voie PK26 sur l'autoroute du Nord. Ce projet consiste en la mise en place de hubs de plateformes logistiques dédiées mettant à profit le réseau postal et les produits postaux pour la logistique, la distribution, les retours et les paiements transfrontaliers sur le continent africain. C'est une initiative de l'Union postale universelle et nous en parlons avec Lanciné Bekayoko. Avec l'évolution du secteur postal, les demandes de courrier classiques baissent au profit des paquets commandés par voie électronique. Ces paquets doivent être acheminés à bonne date et surtout être conditionnés dans des endroits adaptés. D'où la construction de ces entrepôts dotés d'un système digital intégré, inclusif et innovant au kilomètre 26 de l'autoroute du Nord. Cette plateforme de 18 000 m² d'entrepôt comprend 19 unités de 930 m² chacune. Et chaque unité, comme vous pouvez le voir, est dotée d'un quai et d'une rampe d'accès pour faciliter les opérations logistiques. Principaux utilisateurs de cette importante plateforme logistique à vocation régionale qui va coûter 100 milliards, l'opérateur national La Poste de Côte d'Ivoire, mais aussi tous les autres opérateurs privés et publics qui exercent dans le domaine du e-commerce avec la garantie d'un service fiable. Il est prévu qu'une telle plateforme soit réalisée autour de l'aéroport d'Abidjan, mais en attendant que l'espace de l'aéroport soit disponible, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère en charge de l'économie numérique, a choisi de réaliser la phase 1 donc, de ce projet dans le cadre d'un partenariat, à l'effet de faire en sorte que la plateforme soit totalement disponible avant les délais. L'un des enjeux de cette visite de terrain, c'est de montrer à l'équipe projet de l'Union postale universelle qui est attendue dans les prochaines semaines à Abidjan que la Côte d'Ivoire est capable de respecter ses engagements de recevoir cette plateforme de e-commerce. Après cette première phase de mise à disposition de l'entrepôt, il va falloir installer à l'intérieur des entrepôts tous les autres systèmes digitaux et des palettes qui permettent de contrôler la redirection des commandes qui vont se faire. Pour ce projet, 5 pays ont en effet été identifiés pour servir de locomotive, à savoir la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest, la Tunisie pour l'Afrique du Nord et le Maghreb, le Cameroun pour l'Afrique centrale, le Kenya pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud pour la partie australe du continent. L'édition 2020 de Africa Santé Expo se tiendra du 1er au 3 avril prochain. Pour cette 3e édition, les organisateurs annoncent une grande semaine de la santé destinée aux acteurs des secteurs de la médecine, de la pharmacie, de la parapharmacie, du laboratoire, de la cosmétique, de l'esthétique et de la médecine traditionnelle. C'est un salon sur la santé qui se tiendra sur le thème « Santé, beauté et bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique ». Godfrey Kambawa. Conjuguer la santé et la beauté pour le bien-être des populations, c'est l'ambition des initiateurs d'Africa Santé Expo, 3e édition. Un forum d'échange de compétences et de partage d'expériences, mais qui vise également à faciliter l'accès aux dernières innovations
en matière de santé. La beauté ne se conçoit pas sans santé et le bien-être. Vous savez que nous travaillons tous beaucoup. On est stressé, on doit se sentir bien. Tout ça, c'est facteur de développement. Donc, nos esthéticiennes et coiffeurs ont besoin d'aller aussi vers une démarche qualité, d'apprendre les normes d'hygiène, des formations, comment booster leur chiffre d'affaires, etc. Et il y aura des podiums d'animation pour montrer leur savoir-faire avec les écoles d'esthétique. Le Nigeria est le pays invité à ce forum, mais en matière de coopération internationale, la France est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. C'est ce qui justifie le choix de la France comme pays à l'honneur pour cette 3e édition d'Africa Santé Expo. Nous sommes privilégiés parce qu'après le Sahara, maintenant c'est Santé Expo 2020. Vous le savez, la santé est un sujet prioritaire pour la France. Il a été particulièrement mis à l'honneur par le président Macron ces derniers mois, mais il est aussi en ligne avec les objectifs du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je suis persuadé qu'un grand nombre d'acteurs français se mobiliseront à l'occasion d'Africa Santé Expo, afin que cette 3e édition soit couronnée de succès. Selon le ministre de la Santé, le bien-être des populations occupe une place importante dans le programme social du gouvernement et ce forum vient accompagner les initiatives du gouvernement. Chers partenaires, c'est pour moi le lieu de solliciter votre précieuse bienveillance pour lancer un appel à vos ressortissants à venir accroître le potentiel de leur domaine. Abidjan leur réserve d'énormes potentialités. C'est pour renforcer le combat contre tous ces défis auxquels se trouvent confrontés nos systèmes de santé que le monde pharmaco-médical est invité à activer ses efforts au cours de la 3e édition d'Africa Santé Expo 2020. Du 1er au 3 avril prochain, plus de 15 000 visiteurs sont attendus. Africa Santé Expo, ce seront 300 stands et plus de 300 experts nationaux et internationaux qui plancheront autour du thème « Santé, beauté et bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique ». Parlons à présent du potentiel minier ivoirien. L'or et le manganèse font rayonner le secteur minier. Pour ce qui est de l'or, en 2019, la production du métal jaune a atteint les 32,4 tonnes contre 24 tonnes 6 en 2018, une hausse enregistrée de 28%. Ces performances du secteur peuvent s'expliquer par la flexibilité du nouveau code minier qui est très certainement mis en place par la mise en exploitation d'importants gisements de minerais à travers le pays. On en sait davantage dans cet élément de Lanciné Bakayoko. La Côte d'Ivoire dispose d'importants gisements de minerais non encore exploités. La bauxite, le nickel, le diamant donnent de réels motifs d'espoir, mais les chiffres de l'exercice écoulé montrent l'or et le manganèse brillant de mille feux. Au 31 décembre 2019, la production d'or de notre pays, qui était de 24 tonnes 6 à la fin 2018, est passée à 32 tonnes 478. De même, la production de manganèse, qui était de 791 911 tonnes en 2018, est passée à 1 181 803 tonnes pour l'année 2019. Ces résultats sont le fruit des réformes, à savoir la mise en place d'une meilleure gouvernance dans le secteur, la garantie aux opérateurs privés d'une meilleure rentabilité de l'exploitation minière. Soyez-en assurés, la lutte contre l'orpaillage illicite ne connaîtra aucun répit tant que le dernier site illégal n'aura pas été démantelé. La production minière industrielle a besoin d'investissements étrangers, mais le gouvernement espère aussi créer des champions nationaux, notamment dans le domaine du métal jaune. Avec son potentiel, l'activité minière ambitionne de se positionner comme le second moteur de la croissance économique, avec 5% du produit intérieur brut dans les 2 prochaines années.
Ouvrons à présent la page politique de ce journal. Nous vous annoncions hier la présence du président de l'Assemblée nationale à San Pedro et ce dimanche, Amadou Soumaoro a animé un meeting sur la place Ado de la ville. Un meeting politique au cours duquel les populations ont été exhortées à faire un choix judicieux pour la Côte d'Ivoire lors du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Sam Conan. La place Ado, prise d'assaut par les militants du RHDP et même par des sympathisants émerveillés par les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara à San Pedro, Tabou et Sassandra. Ils sont donc venus témoigner leur reconnaissance au chef de l'État à travers cette mobilisation. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, très ému par cet accueil, a remercié les militants du RHDP et toute la population de la région de San Pedro. Pour Amadou Soumaoro, si le président Alassane Ouattara a pu réaliser tous ses projets, c'est grâce à la paix et à son dynamisme. Il demande donc à la population tout entière de ne pas commettre d'erreur en octobre 2020 lors des présidentielles. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ressemble au gros porteur, la A380. Cet avion, on ne peut pas le confier à des apprentis pilotes. Car aux Ivoiriens, si nous confions la A380 Côte d'Ivoire à un pilote non expérimenté, que de turbulences, que Dieu nous épargne. Le message est entendu 5 sur 5 à San Pedro. San Pedro, après la mort d'Houphouët-Boigny, jusqu'à la section du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, avait commencé à se demander si nous n'étions pas une région oubliée. Je voudrais vous rassurer que le peuple de San Pedro ne peut pas être ingrat à Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a clos son meeting en demandant aux militants d'aller se faire enrôler massivement. La recherche agricole a marqué l'édition d'information de 13h présentée par Hamza Diaby ce jour. Il recevait sur son plateau le docteur Sidiki Sissé, le directeur général de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Ce dernier a exposé la mission de conseiller agricole et rural qu'effectue l'agence auprès des exploitants agricoles. En voici un extrait. Le conseil agricole s'entend surtout le transfert de technologies depuis les techniciens de la recherche et les techniciens de la vulgarisation que nous sommes vers les exploitants agricoles pour leur permettre de résoudre un problème qu'ils ont dans leur exploitation. Aujourd'hui, le conseil s'entend aussi, le champ d'investigation du conseil s'est élargi avec tous les nouveaux défis que nous avons ici à relever. Et le champ d'action du conseil a été maintenant étendu au changement climatique. L'information sur l'approche du changement climatique devient un élément important. L'information sur comment est-ce que nous allons lutter contre les pestes et toutes les parasites qui travaillent, qui détruisent nos plantations, c'est important aussi. Et le conseil agricole est perçu aussi comme étant une démarche entre l'exploitant agricole et le technicien pour lui apprendre à changer ses habitudes et acquérir un savoir-faire dans ce qu'il doit faire pour pouvoir non seulement augmenter sa production, mais aussi résoudre les problèmes qu'il a au niveau. Donc, le champ du conseil agricole est très vaste. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade que si nous ne prenons pas en compte les questions qui sont liées, par exemple, à la lutte contre les pandémies dans le milieu rural, on dit que l'ANADER ne fait pas de la santé. Oui, l'ANADER ne fait pas de la santé, mais l'ANADER a le devoir de donner la bonne information aux exploitants agricoles sur les dangers qu'ils courent avec les différentes maladies que nous avons aujourd'hui. Un tout autre sujet à présent, il est question de religion. 4 nouveaux prêtres intègrent le diocèse de Yopougon. Ils ont été ordonnés samedi dernier par Monseigneur Salomon Lesoutier, évêque du dit diocèse. Ces nouveaux prêtres ont pris l'engagement de servir le Christ dans la paix et l'amour du prochain. Grâce Kondo. Le clergé ivoirien s'agrandit. 4 diacres du diocèse de Yopougon ont été ordonnés prêtres ce samedi par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean Salomon Lesoutier.
Ces nouveaux ministres du Christ ont été formés pendant 9 ans, dont 3 années de philosophie, 4 années au grand séminaire et 2 années de stage en paroisse. Ils auront pour mission de gouverner, sanctifier et enseigner le peuple de Dieu à travers les sacrements. Je compte exercer mon ministère sacerdotal d'abord dans les pas du Christ, celui-là même qui m'a appelé par pure miséricorde. Qu'il fasse de moi un prêtre selon son cœur. J'aurai toujours recours à la Vierge Marie, qui est notre mère, et demander l'assistance toujours perpétuelle du Seigneur Jésus-Christ. Sans ces personnes-là, avec les saints du ciel, je ne pourrai jamais réussir cette mission que le Seigneur m'a donnée. Nous ne pouvons exercer ce ministère sans l'aide des uns et des autres. C'est pour eux que nous sommes devenus prêtres. Et nous espérons pouvoir toujours compter sur leur bénédiction, pouvoir toujours compter sur leur soutien. L'évêque de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, dit attendre beaucoup de ces nouveaux prêtres. L'Église attend de ces prêtres qu'ils accomplissent leur mission de salut auprès de la population avec tous les moyens qu'elle met à leur disposition. 2 sont déjà majors de leur promotion, tous les diocèses réunis. Ça veut dire que ce sont des jeunes gens qui sont travailleurs. Avec l'ordination de ces nouveaux prêtres, le diocèse de Yopougon compte désormais 240 prêtres, dont 188 en activité dans les paroisses. Les 48 autres sont aux études pour le renforcement de leurs capacités. Passons à présent à l'actualité internationale, la revue de l'actualité internationale de la semaine, vue par notre rédaction, le Sétur 7 proposé ce soir par Ahmed Traoré et Walter Amadou Ouattara. La clarification voulue par Paris a bien eu lieu. Dans une déclaration conjointe, les présidents des pays sahéliens ont exprimé leur souhait de voir poursuivre l'engagement militaire de la France au Sahel. Ils plaident pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. Après des mois de combat pour le contrôle de Tripoli, la situation en Libye est loin d'être réglée. L'homme fort de Tripoli à la tête d'un gouvernement dit d'entente nationale, Fayez al-Sarraj, a signé le compromis pour une trêve à Moscou après 7 heures de discussion. Son adversaire Khalifa Haftar a quitté la Russie le mardi 14 janvier sans parapher le projet d'accord de cessez-le-feu. Le Premier ministre russe a présenté au président Vladimir Poutine la démission de son gouvernement. Cette annonce surprise arrive après un discours du chef de l'État annonçant des réformes de la Constitution. Dmitry Medvedev explique que le gouvernement de la Russie doit donner au président les moyens de sa politique. Les syndicats opposés à la réforme des retraites ont appelé le jeudi à une nouvelle journée de manifestation. Depuis 6 semaines, ils signent leur grand retour sur le devant de la scène sociale après leur mise à l'écart lors de la crise des Gilets jaunes. Ils se heurtent à Emmanuel Macron décidé à ne rien céder et risquent de perdre le bras de fer. Oleksiy Oncharouk, 35 ans, est le plus jeune chef de gouvernement de l'Ukraine indépendante. Il a présenté sa démission le vendredi 17 janvier. Il lui est reproché des déclarations désobligeantes à l'encontre du président qui manquerait, selon lui, de connaissances économiques de base. Sa démission n'est pas encore acceptée par le président. Le sommet sur la lutte contre les faux médicaments a pris fin le samedi 18 janvier au Togo. Denis Sassou Nguesso a pris part à ce rendez-vous. Convaincu que les faux médicaments ont gagné le marché, son ministre de la Santé s'est proposé d'intégrer un système pour détecter et surveiller les médicaments contrefaits. Les objectifs de la conférence de Berlin sont clairs. Cette rencontre sur la paix en Libye qui se tient ce dimanche 19 janvier à Berlin, sous l'égide de l'ONU, s'ouvre dans un contexte difficile. Et un accord semble peu probable après l'échec des discussions tenues en Russie. Tous les grands acteurs internationaux de cette crise seront présents à Berlin.
Voilà pour ce qui est de l'actualité internationale de la semaine. Je vous rappelle que le chef de l'État, Alassane Ouattara, est à Londres depuis hier. Il participera demain, lundi 20 janvier, au premier sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Et avant cela, ce dimanche, Alassane Ouattara a reçu une délégation de la Banque européenne pour la construction et le développement. L'institution a en projet l'ouverture d'un bureau représentatif en Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est aussi entretenu avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui est à la tête de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, dont l'ambition est de contribuer à ce que la mondialisation profite à la majorité et pratiquement à aider les pays à relever leurs défis. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonne soirée chez vous.